à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour une nouvelle semaine de Bonjour chez vous, votre rendez-vous d'information politique et parlementaire avec des débats, de l'analyse et un éclairage sur l'actualité de vos territoires. Dans un instant, place à l'invité politique. Aujourd'hui, je reçois Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État aux affaires européennes. Avant de la retrouver, on va voir les principaux titres de ce lundi 2 juin. Le jour J, pour la phase 2 du déconfinement, les déplacements des Français ne sont plus limités et les restaurants vont pouvoir rouvrir leurs portes. Les élections municipales est le dernier jour pour déposer les listes de candidats au second tour et conclure les dernières alliances électorales. À Paris, les écologistes se sont rangés derrière la liste d'Anne Hidalgo. On en parlera dans notre club des territoires. Et puis concernant ce scrutin municipal du 28 juin, le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi pour faciliter le vote par procuration. Tout de suite, l'invité politique de Bonjour chez vous. Et aujourd'hui, j'accueille Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux affaires européennes. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Alors, nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée aujourd'hui par Sébastien Couratin du journal L'Écho Républicain. Bonjour Sébastien Couratin. Bonjour Alexandre Poussard. Je rappelle que votre journal L'Écho Républicain couvre l'actualité du département de l'Eure-et-Loir et de la région Centre. Exactement. Alors on va commencer par la situation internationale et les manifestations qui s'intensifient aux États-Unis après la mort de l'Afro-Américain George Floyd lors d'une intervention policière. Le président américain Donald Trump a évoqué hier le recours à l'armée. Il appelle à l'armée. Est-ce que cette situation dans l'une des plus grandes démocraties au monde vous inquiète ? D'abord, la mort de George Floyd est une vraie tragédie. Et donc, effectivement, on est très préoccupé. On est en particulier très préoccupé par toutes les violences que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre. Et on voit bien qu'il est nécessaire aujourd'hui de tout faire pour qu'il y ait de l'apaisement, pour qu'il y ait de la justice et que cette grande démocratie puisse effectivement retrouver le cours d'un fonctionnement apaisé. Et justement, est-ce que vous trouvez que Donald Trump réalise de l'apaisement dans cette situation, avec ses tweets multiples ? Je ne vais pas commenter ici, vous voyez, les déclarations des uns et des autres. Je pense que vraiment, une démocratie comme celle des États-Unis doit pouvoir retrouver, avec l'action de tous, de l'apaisement, de la justice et au fond, régler les questions profondes qui se manifestent par des violences aujourd'hui. Je crois que c'est plus par l'action, par le dialogue, qu'on peut traverser une telle période qui est une vraie, à nouveau, tragédie humaine et on voit qu'il pose beaucoup de questions sociales. Mais au-delà des déclarations, le recours à l'armée pour contrôler des manifestations, cela pose problème pour une démocratie comme les États-Unis ? Je pense que la clé, c'est stopper les violences et réouvrir une période d'apaisement, de dialogue, de justice. Je crois que les États-Unis en ont besoin et le monde entier accompagnera ce mouvement. Est-ce que c'est possible avec Donald Trump ? Je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux se focaliser sur ce qui se passe plutôt que de faire de la politique fiction. Alors on va parler du déconfinement puisque nous sommes au premier jour de cette phase 2 du déconfinement avec des Français plus libérés. Leurs déplacements ne vont plus être limités. Et d'ailleurs on a appris ce week-end que dans 2 semaines, les places dans les trains pourront toutes être occupées. Il n'y aura plus la règle du 1 siège sur 2. Est-ce qu'on ne va pas trop vite dans ce déconfinement ? Déjà je pense qu'il faut remercier les Français qui ont fait part de beaucoup de civisme, de beaucoup de responsabilités, qui rendent possible, au fond, ce déconfinement par étapes de plus en plus grand, le fait qu'on puisse retrouver progressivement une vie normale. Après, on le voit bien, la situation sanitaire reste extrêmement à suivre avec beaucoup de vigilance. Il faut que chacun puisse continuer à appliquer les gestes barrières. Il faut qu'on soit tous extrêmement prudents. On a fait face à une maladie qu'on ne connaissait pas. Peut-être qu'on n'en connaît d'ailleurs pas tous les mécanismes, toutes les conséquences. Donc, on doit être vigilant. On essaie de faire les choses par étapes, on essaie de les faire avec bon sens, avec beaucoup de responsabilité. Donc je crois que ce qui a été proposé va dans cette dynamique. Mais là aussi, il faudra qu'on reste vigilant. On cherche à permettre aux Français de retrouver une vie la plus normale possible, tout en étant conscient qu'elle sera toujours un peu différente, parce que cette maladie est toujours là parmi nous. Et ce n'est pas parce qu'on déconfine qu'elle est partie. Et je crois qu'il faut qu'on ait tous bien ça en tête. Et puis, Sébastien, une question sur les frontières. Absolument. La question de l'ouverture des frontières entre pays européens, on s'achemine peut-être vers le 15 juin. Comment ça se passe ? On a l'impression que tous les pays ne jouent pas la même partition et ne tirent pas dans le même sens. Alors déjà, on ne peut pas avoir une harmonisation totale sur ce sujet parce que le virus n'a pas circulé au même moment, n'a pas circulé de manière homogène. Et donc c'est normal qu'il y ait, au fond, chacun ait aussi une situation sanitaire à gérer qui ne soit pas exactement la même, qui n'est toujours pas la même aujourd'hui. Entre ce qui se passe en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, on est tous dans des situations assez différentes. La clé, c'est qu'on se coordonne et que personne ne prenne des mesures qui mettent en danger
voyez, la progression sanitaire positive des uns et des autres. Notre objectif, avec Jean-Yves Le Drian, avec Christophe Castaner, avec Laurent Nunez, c'est d'assurer une coordination autour de nous, avec nos pays voisins. Et on y a beaucoup travaillé pendant les dernières semaines, les derniers mois. On s'achemine et on aimerait pouvoir effectivement suspendre la majorité des contrôles, notamment effectivement avec cette date du 15 juin. On reste très vigilant. Si les choses changent, il faut qu'on reste souple. Ce qui est clé pour moi, c'est que je vais me rendre, vous voyez, vendredi en Allemagne et à la frontière franco-allemande entre la Moselle et la Sarre. C'est un lieu d'abord où il y a eu beaucoup de solidarité, avec notamment le transfert des patients qui ont été accueillis en Allemagne. C'est un lieu où on travaille aussi beaucoup sur le bassin de vie frontalier, pour que notamment les travailleurs puissent passer les frontières, que les familles notamment puissent aller rendre visite à leurs proches, je pense notamment aux enfants, aux personnes âgées de part et d'autre, et pour qu'effectivement on puisse le plus rapidement possible coordonner cette levée des contrôles et qu'on retrouve une circulation. Ça doit se faire avec la coordination. Maintenant, je vous dis, c'est normal qu'il n'y ait pas d'harmonisation parce que le virus ne nous a pas tous touchés pareil. Et puis concernant le tourisme et notamment les vacances d'été, le gouvernement a beaucoup parlé de vacances bleu, blanc, rouge. Est-ce que vous conseillez aux Français d'aller en vacances en France ou en Europe ? Moi, je leur conseille déjà d'être prudents. Parce que la situation sanitaire, on l'a dit, nous appelle tous à être d'ailleurs prudents, à être aussi flexibles. Parce qu'il y a des choses peut-être qui ne se passeront pas exactement comme on le pensait. D'ailleurs, on a tous été surpris par ce qui s'est passé. Le but sur le tourisme, et c'est tout le plan qui a été présenté par Jean-Baptiste Lemoyne avec Jean-Yves Le Drian et le Premier ministre, c'est à la fois de faire revenir les Français dans des lieux touristiques en France, c'est de permettre à des Européens de venir chez nous, c'est de permettre aux Français de partir à l'étranger, c'est que tout le monde puisse passer des bonnes vacances. Après, effectivement, il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit vigilant, et donc peut-être que certaines destinations ne sont pas tout à fait adaptées à la situation, mais le but, c'est quand même qu'on rende ça possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau européen, on a une stratégie coordonnée, des protocoles sanitaires à appliquer partout en Europe pour que chacun, quand il part un peu plus loin de chez lui, trouve des choses qui soient harmonisées et qui lui donnent confiance. Vous savez, le tourisme, c'est une part importante de nos économies, c'est aussi une part importante de notre rayonnement, de notre attractivité. Et donc le but, c'est que tout ça reparte, mais là aussi avec vigilance et prudence. Et justement, de la relance économique, on va en parler, puisqu'il y a quelques jours, la Commission européenne a présenté son plan de relance de l'économie européenne. Alors, je vais le détailler brièvement. Il y a 500 milliards d'euros de subventions aux États membres, qui étaient d'ailleurs à l'initiative du plan franco-allemand. Il y a également 250 milliards d'euros de prêts. Et puis, ces fonds vont être intégrés dans un budget européen de relance entre 2021 et 2027, qui s'élèvera à 1850 milliards d'euros. Ça y est, l'Europe est au rendez-vous ? Alors, il faut reprendre effectivement les choses par étapes et comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Il y a deux, en fait, grands enjeux devant nous. Il y a d'abord, effectivement, un enjeu de rebond, de relance. Comment on sort de cette crise économique ? Comment on en sort ensemble ? On est extrêmement interdépendants les uns des autres. Ça a fait notre prospérité. Il ne faut pas que ça devienne une fragilité. Aujourd'hui, nous, si en France, on continue, et on le fait beaucoup, d'aider nos entreprises, on ne peut pas leur inventer des clients. Et si ces clients sont en Italie, sont en Allemagne, sont en Espagne, en Slovaquie ou je ne sais où, il faut que leurs clients puissent leur faire des commandes. Et donc il faut que notre économie dans son ensemble reparte. Et ça, c'est le plan de relance. C'est au fond cette capacité à nous assurer un rebond, et un rebond qui soit collectif pour que ce soit un vrai rebond. Parce que si on fait des rebonds chacun de notre côté, on va rebondir chacun moins loin que ce qu'on peut faire ensemble. Et puis ensuite, il y a tout un enjeu ensuite d'investissement. Qu'est-ce qu'on veut faire en européen pour la décennie qui vient ? Comment, face à la Chine, face aux États-Unis, on s'affirme ? Comment on protège notre agriculture, notre autonomie alimentaire ? Comment on protège notre industrie, dans le numérique ? Comment on met dans la voiture électrique, par exemple, des moyens ? Tous ces sujets-là, ce n'est pas des sujets, vous voyez, sur 18 mois, 2 ans. C'est des sujets sur une décennie. Et donc c'est là où on a effectivement bâti une ambition avec ce budget européen. C'est une négociation difficile que je mène maintenant déjà depuis pas mal de temps, parce qu'elle était déjà lancée avant la crise. Elle devient d'autant plus urgente, parce que ces enjeux de souveraineté, ils s'imposent plus que jamais à nous. L'initiative franco-allemande qui a eu lieu, à ce titre, c'est probablement l'un des moments les plus importants du quinquennat. C'est un moment où la France et l'Allemagne se mettent d'accord, non pas sur le plus petit dénominateur commun, ne font pas une synthèse, vous voyez, de leurs différences, mais disent voilà la vision qu'on a pour l'Europe. On veut une Europe qui soit souveraine sur la santé, on veut une Europe qui soit forte et en leader sur la transition écologique, on veut une industrie européenne qui puisse s'affirmer, mettons-y les moyens, et c'est comme ça qu'on est arrivé aux 500 milliards, et aussi à l'idée que ce budget européen jusqu'en 2027, il devait être absolument ambitieux, cohérent avec la transition numérique, la transition écologique, et donc nous amener vraiment à penser en européen
notre puissance, notre crédibilité et notre souveraineté. Alors pour ça, il faut mettre les 27 États membres d'accord. C'est vous qui allez mener les négociations, être à la baguette sur ce dossier. Il y a 4 pays du Nord, les fameux frugaux, Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark, à convaincre. Ils ne sont pas très chauds sur la partie subvention. Comment vous allez faire? Nous, on cherche à avoir un accord avant début juillet. Parce que si on parle de relance, ce n'est pas la peine d'arriver une fois que les choses seront finies. On a quand même besoin d'accompagner cette sortie de crise. Donc il faut que les choses aillent vite. Il y aura un sommet des chefs d'État et de gouvernement le 18 juin. Et effectivement, on a quelques pays aujourd'hui qui prennent de la distance, on disent oui, s'il y a des pays qui ont besoin, on n'a qu'à donner à cela seulement. Je vais vous prendre un exemple, la Suède. La Suède, c'est un pays, vous savez, qui n'a pas mené le même confinement que d'autres pays, qui néanmoins, malgré ça, va avoir une chute de PIB de 7, 8% ou peut-être même plus. Parce que c'est un pays qui est extrêmement exportateur. Et donc, si les Suédois ont, eux, consommé, ont vécu, je veux dire, peut-être plus normalement, peut-être que nous, qui avons connu un confinement plus ferme, plus strict, ils n'ont toujours pas de clients. Et donc, ce que je dis à la Suède, c'est ne nous lançons pas dans des débats théoriques, ne nous payons pas le luxe de prendre du temps sur des débats qui sont objectivement d'une autre époque, regardons les faits. Les faits, c'est que vous, tout seuls, Suédois, vous aurez beau inonder votre économie d'argent, si les pays dans lesquels vos entreprises exportent ne repartent pas, votre économie ne repartira pas non plus. Et donc, je crois que cette idée qu'on n'est pas chacun une île, et il y a des pays effectivement qui ont des moyens, mais leurs moyens seuls, c'est formidable pour eux, mais ça ne permettra pas de repartir si leurs voisins ne se portent pas mieux. Et c'est cette vision d'interdépendance qui aujourd'hui fait que vous avez des pays qui évoluent, et donc vous avez l'Autriche, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, qui aujourd'hui quand même voient bien qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas sortir. L'Allemagne a fait ce chemin. L'Allemagne a une grande puissance financière. Pourquoi elle propose de mettre 500 milliards de subventions sur la table? Parce qu'elle voit bien que l'économie, dans son pays, ne repartira pas si l'Italie ne repart pas, si l'Espagne ne repart pas, si les pays plus à l'est de l'Allemagne ne repartent pas non plus. Et ils ont été très durement touchés par les conséquences de la crise sanitaire qu'on vient de connaître. Et justement, dans la négociation sur ces 500 milliards de subventions, est-ce que la France peut faire des concessions et diminuer le montant de ces subventions, ou alors est-ce que la France reste intransigeante? Mais nous, on n'est pas là. On n'est pas à faire des concessions. Vous voyez bien, on va pas... La souveraineté européenne, on ne va pas le faire à 80%. Ou on le fait, on ne le fait pas. Donc si je vous dis on veut un plan dans l'aéronautique, on veut un plan pour l'électrification de l'automobile, on veut un plan pour la transition énergétique, il faut le faire vraiment. Si on se dit, voilà, on va regarder les besoins, par exemple, d'un secteur comme le tourisme, on vient d'en parler, il faut y mettre les moyens. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas, vous voyez, dans l'ajustement déjà des chiffres, on est déjà posé le principe selon lequel on est tous bien d'accord qu'on ne peut s'en sortir qu'ensemble, et que s'en sortir ensemble, ça veut dire mettre des moyens qui soient vraiment partagés. La grande révolution, si je peux parler comme ça, c'est que nous rentrons dans un débat différent de ce qui était jusqu'à maintenant le cas au niveau européen, qui était cette logique du juste retour. Je mets tant d'euros sur la table parce que je veux retrouver exactement le même montant. C'est le fameux « I want my money back » de Margaret Thatcher. Ça a beaucoup abîmé la logique européenne. Parce que dans ce marché intérieur, il y a des choses dont on bénéficie qui ne sont pas exactement liées à combien on met chacun sur la table. C'est notre dynamique collective. Et je crois qu'aujourd'hui, cette crise nous a montré combien on était interdépendants et donc combien on devait mettre ensemble pour repartir réellement, économiquement, socialement et préparer l'avenir. Alors cette relance passe par un budget européen plutôt ambitieux entre 2021 et 2027. Emmanuel Macron veut créer une Europe de la santé, souveraine sur le plan sanitaire. Concrètement, à quoi elle va ressembler? Il y a 3 étapes. Il y a d'abord la capacité à faire de la veille, à être réactif, à suivre les épidémies. Et on voit bien que cette capacité d'anticipation, si on avait pu l'avoir tous un peu plus au niveau européen, je pense qu'on aurait tous été dans de meilleures conditions. Donc ça, cette première capacité. Ensuite, il y a les questions de réduire notre dépendance à l'extérieur sur des produits essentiels. Certains médicaments, on a notamment beaucoup parlé des médicaments de réanimation, les équipements de protection, les masques. On pense qu'on a besoin de peut-être soutenir la relance d'une vraie économie de production de ces biens en Europe, pour pouvoir en avoir sur notre continent, pour les exporter d'ailleurs, mais avoir les capacités de production chez nous. Et puis il y a un troisième volet, qui est un volet de recherche, être un continent qui, sur les vaccins, sur le cancer, sur toutes les maladies de vieillissement, est un continent qui revient, j'allais dire, est déjà très avancé, mais devient un vrai leader qui peut aussi proposer des solutions. Vous savez, quand on dit que le vaccin, on aimerait en faire un bien public mondial contre le coronavirus, c'est d'autant plus facile à faire que vous avez chez vous la recherche, que vous avez chez vous les moyens d'offrir ensuite ce genre de choses à des pays qui sont moins favorisés.
L'autre enjeu de ce budget, c'est la relance verte. Concrètement, comment ça peut se mettre en place ? Ça se met en place dans tous les secteurs. Oui, l'écologie, c'est plus ni l'apanage d'un parti, et c'est plus un secteur en soi. Il faut qu'on réforme comment on produit notre alimentation, comment on se déplace, comment notre industrie fonctionne. Il faut qu'on réfléchisse aussi à nos importations. C'est pour ça que le président de la République, et on a fait beaucoup de progrès, défend ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, une taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire, on ne peut pas nous mettre des normes extrêmement dures, mais souhaitables sur un certain nombre de secteurs, et puis continuer à importer des produits pour lesquels on ne ferait pas la différence du CO2 émis ailleurs. Et justement, c'est probable qu'il y ait une taxe carbone aux frontières. C'est dans le plan de la Commission. Beaucoup de pays nous ont rejoints. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel, dans les derniers mois, on a fait énormément d'avancées, parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de lucidité sur le fait que l'écologie, ce n'est pas un sujet juste de discours. Il faut maintenant que ça rentre dans tous les domaines économiques. Et donc ce plan de relance dont je vous parle, ce budget européen, il a au moins 25% qui est strictement dédié au climat, mais l'intégralité de ces dépenses doivent être cohérentes avec cette transition. Et donc c'est dans tous les domaines qu'on va investir fortement. Et justement, parlons de fiscalité, car il va bien falloir à un moment financer cette relance et ce budget européen. Est-ce qu'il va y avoir la création d'un impôt européen ? Nous, ce qu'on défend, c'est qu'on ne peut pas indéfiniment faire peser l'effort sur les contribuables, entreprises ou particuliers, qui payent déjà beaucoup d'impôts et qui, vu la situation, on ne va pas les augmenter, mais on voit bien qu'on n'a pas de capacité à augmenter les impôts. Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas du tout notre vision. On voit en revanche que certains ne payent pas assez d'impôts. Et je pense aux GAFA. En termes de justice fiscale, on a quand même des gens qui vont bénéficier de la relance, qui vont bénéficier de tout ce qu'on va recréer comme économie. Est-ce qu'on peut les mettre un peu plus à contribution ? C'est un objectif qu'on poursuit. Et on fait des progrès au niveau européen également. Je vous ai parlé des importations. La taxe carbone aux frontières, c'est une bonne façon aussi de dire, voilà, nous, on a créé un espace économique de prospérité, vous nous importez des produits, pourquoi pas ? Maintenant, il faut qu'on puisse regarder si en termes de CO2, on est cohérent. Donc voilà le type de choses sur lesquelles on va pousser. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les lignes ont beaucoup bougé. Moi, je vois la situation il y a 1 an et demi et aujourd'hui. Beaucoup de ces débats-là sont devenus des débats maintenant intéressants. Là où ils étaient des débats où chacun avait surtout des positions un peu de principe. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde comprend bien l'importance d'avancer. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, propose lui un impôt européen sur les grandes entreprises, sur 0,2% de leur chiffre d'affaires. En gros, ça fait 10 milliards. Qu'est-ce que le gouvernement en pense ? Tout ça, il faut que ça se discute. Il faut aussi qu'il y ait une forme de cohérence. Parce que vous voyez, en France, on a des efforts à faire, on le sait, sur les impôts de production, on veut relocaliser des activités en France. Il faut que tout ça, on l'arbitre. On regarde aussi ce qui est pertinent dans chacun des pays. Donc, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est effectivement comment on finance un vrai effort collectif et comment surtout on met à contribution ceux qui vont bénéficier de la relance et qui aujourd'hui n'y contribuent pas assez. Et moi, j'ai surtout en ligne de mire, je vous dis, les activités polluantes, les GAFA et bien sûr les importations de CO2. Donc sur cet impôt sur les grandes entreprises, vous n'avez pas trop l'air d'accord ? C'est pas une question d'être d'accord ou pas. Il faut qu'on comprenne comment ça s'organise et il faut qu'on comprenne comment aussi dans notre stratégie nationale ce genre de choses peut fonctionner en étant cohérent avec ce qu'on propose au plan national. L'Europe, elle n'est pas là pour imposer des choses, elle n'est pas là pour contraindre, elle est là pour que ça fonctionne mieux. Et donc il faut qu'on comprenne comment ça peut s'organiser. Donc la position de la France n'est pas encore arrêtée sur ce point. Exactement, c'est des arbitrages sur lesquels il faut qu'on travaille. Mais nous, on défend fondamentalement l'idée qu'il nous faut des ressources propres européennes et qu'on ne peut pas indéfiniment demander à des gens de payer des impôts si d'autres à côté qui bénéficient de l'Europe ne partagent pas au fond une partie de ce que ça coûte au fond de faire marcher tout ça correctement. Alors on va ouvrir la page politique de cet entretien et parler des élections municipales puisque nous sommes le dernier jour pour déposer les listes des candidats au second tour et d'ailleurs il y a des alliances entre La République En Marche et les Républicains qui sont en train de fleurir dans certaines villes. On l'a vu à Lyon, ça s'est passé également à Bordeaux ce week-end. C'est une bonne nouvelle selon vous ? Alors je tiens à dire un certain nombre de choses. D'abord les municipales, c'est d'abord un projet ancré dans une réalité d'un territoire. Et donc, il y a effectivement des endroits où on a des très bons projets, défendus par des très bons candidats, qui parfois ne sont pas en capacité d'aller au deuxième tour, qui cherchent à voir comment leurs projets, leurs idées, celles qu'ils ont bâties avec aussi les forces du territoire, la société civile, peuvent être portées. Et donc, projet avec projet, parfois il y a des choses qui se rassemblent. Ensuite, il y a des choses qui ne sont pas des alliances que notre mouvement défend. Ce qui s'est passé à Lyon, Stanislas Guerini a été extrêmement clair, ça ne correspond pas à nos valeurs, ça ne correspond pas notamment au fait que, par exemple, il nous faut de la clarté sur l'engagement européen. S'il n'y a pas de clarté sur l'engagement européen, comment voulez-vous qu'on fasse des alliances ? Donc, je pense que quand il y a des projets qui peuvent se rassembler, il y a des choses intéressantes qui se font, mais on n'est pas dans une logique d'appareil. Il n'y a pas d'accord, vous voyez, entre Christian Jacob et Stanislas Guerini. On n'est pas en train de faire des... C'est pas de ça qu'on parle. On a des très bons projets sur le terrain, défendus par des hommes et des femmes de conviction,
qu'on bâtit une vision. Et on l'a vu pendant cette crise. Les Français ont bien vu que leur maire était à la fois essentiel, qui étaient des relais de proximité. Quand il y avait des crises, d'ailleurs, ils étaient des maillons fondamentaux de notre vie collective. Et donc c'est sur ces projets-là que j'appelle d'abord les Français à voter. Et c'est comme ça que des rapprochements éventuels peuvent se faire. Question sur Paris, Sébastien ? Oui, sur Paris, Agnès Buzyn, elle n'a pas accepté l'accord avec Rachida Dati. Est-ce que vous le regrettez ? Moi, je pense qu'elle est d'abord un programme et un projet d'alternance très fort. Elle est humaine, elle est sincère, elle porte une vraie vision. Et donc, je lui souhaite beaucoup de courage. Je pense que là aussi, on n'est pas dans les logiques d'appareil, on est dans la logique de terrain. Et justement, vous parliez de projet. Est-ce que ces alliances entre La République En Marche et la droite, pour faire barrage aux écologistes, elles n'envoient pas un contre-message alors qu'Emmanuel Macron communique sur un nouveau cap écologiste ? Mais là aussi, pas d'idéologie, du pragmatisme, projet avec projet, et je laisse les femmes et les hommes sur le terrain décider. Alors, je parlais de ce nouveau cap d'Emmanuel Macron. On évoque dans la presse un éventuel remaniement du gouvernement pour sortir de cette crise sanitaire. Amélie de Montchalin, est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez en danger dans ce remaniement ? Bon, moi je veux dire une chose, on est dans une période où beaucoup de gens font dire beaucoup de choses au président qu'il n'a pas dites. Et c'est très grave. Donc je ne vais pas me livrer devant vous à des commentaires sur ce que j'appelle des cabales de caniveau. Donc vous faites référence au journal du dimanche qui évoquait vos critiques sur le coup de téléphone à Jean-Marie Bigard et l'agacement du président de la République. Je ne ferai aucun commentaire parce qu'il y a des mensonges d'apprentis flingueurs qui ne méritent pas de commentaire. Le président a sa parole et lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites, c'est très grave. Moi, je ne suis pas là, vous voyez, dans l'engagement qui est le mien pour servir le projet du président pour faire ce genre de commentaires. Et ceux qui le font, je pense ferait bien de réfléchir parce que je ne suis pas sûre qu'ils servent les Français et je pense que ce n'est pas ça qu'on attend d'eux. Donc, vous voyez, je pense que je m'en tiendrai là. Et ça me paraît suffisamment clair. L'engagement qui est le nôtre, c'est de servir les Français, c'est de servir le président et l'engagement qu'il a pris. Et donc, c'est pas de se livrer à ces racontards. Vous souhaitez rester au gouvernement ? Mais c'est un honneur d'être au gouvernement. C'est un honneur de se battre pour l'Europe. C'est un honneur de pouvoir porter avec conviction un projet qui est humaniste, qui est réformiste, qui fait que voilà, on a bien de parler de l'Europe. C'est à cette maille-là que la France sera forte. Et donc, évidemment... c'est d'abord le Premier ministre et le Président qui octroient leur confiance et je le vis comme un honneur de chaque instant. Très bien, le message est clair et le message est passé. Merci beaucoup, Amélie de Montchalin, d'avoir été notre invitée politique dans Bonjour chez vous. Merci beaucoup, Sébastien Courratin, d'avoir mené cette interview avec moi. Demain, à votre place, notre invité politique sera Boris Vallaud, le député socialiste. Tout de suite, la revue de presse des territoires. La revue de presse des territoires, l'essentiel de la presse régionale concoctée pour vous par Fanny Conquis. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre. Alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la une de nos journaux régionaux ? Oui, bonjour à tous. Je vous propose de commencer cette revue de presse avec le bien public et qui consacre sa une à l'actualité de ce mardi, évidemment, l'acte 2 du déconfinement, bien sûr, le jour tant attendu pour les bars, les restaurants, les hôtels ou encore les salles de sport qui vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes après 2 mois et demi à l'arrêt. Le journal a suivi 4 établissements qui se préparaient au grand jour, notamment à Beaune et à Dijon. On voit bien sûr que les règles ne seront plus les mêmes qu'avant. Dans les restaurants, moins de couverts, masques obligatoires pour le personnel et désinfection après chaque client. Dans les hôtels, pas de buffet le matin ou encore dans cette salle de sport de Beaune, eh bien, une machine sur 2 a été condamnée pour respecter les distances. L'ouverture des cafés et des restaurants à la une du Courrier de l'Ouest également. Et pour fêter ça, les premiers cafés ont rouvert à minuit. Mais à Angers, par exemple, se pose la question des terrasses. Les places en intérieur étant limitées, une solution serait d'étendre les tables en extérieur, comme c'est le cas dans certaines grandes villes, grâce à la piétonisation de certaines rues ou à la transformation de places de parking en terrasses éphémères. Et autre enjeu aussi pour les professionnels du secteur, réduire les contacts. Et on découvre que certains ont trouvé des solutions innovantes comme la mise en place de QR codes sur les tables, par exemple, afin de pouvoir télécharger le menu, commander son plat sans avoir à manipuler la carte. On passe maintenant à la une de Corse Matin, les ailes coupées. En effet, selon un décret paru hier, eh bien, le transport aérien entre la Corse et le continent resterait interdit jusqu'au 20, sauf pour motifs impérieux comme des raisons professionnelles de santé. Une mesure qui suscite évidemment un tollé dans le secteur du tourisme déjà sinistré par ces longues semaines de confinement. Le Conseil exécutif de Corse demande la tenue d'une réunion d'urgence en présence des ministres concernés. Objectif, faire modifier ce décret afin que la sécurité sanitaire soit assurée, bien sûr, mais aussi que la saison touristique puisse démarrer. Je vous propose maintenant de regarder la une de la Dordogne libre consacrée à l'hôpital. Les héros sont fatigués.
Après plus de 2 mois de tension, eh bien, une épreuve inédite. Le personnel hospitalier sort éprouvé de cette crise du Covid-19. Le journal est allé à la rencontre de ses soignants, de ses aides-soignants qui racontent ce que fut leur quotidien à l'hôpital, la fatigue physique, psychologique, les conséquences sur le moral, sur la vie de famille, et puis les interrogations sur la façon d'ingérer au mieux une pandémie émergente. Mais ce n'est sans doute pas la dernière. Il faut donc en tirer des enseignements pour l'avenir, nous dit un infectiologue mobilisé à Périgueux pendant la crise. Et puis on termine cette revue de presse avec l'actualité à l'étranger. À la une du Télégramme, il est évidemment question des États-Unis, la poudrière américaine. Une semaine après le décès de George Floyd, les violences embrasent le pays. Les manifestations se multiplient. Ces derniers jours, centaines de milliers d'Américains descendus dans les rues pour dénoncer les violences policières, le racisme et les inégalités sociales exacerbées par cette crise du Covid-19. L'article sur cette situation de tension extrême aux États-Unis est à lire ce matin dans le Télégramme. Merci beaucoup Fanny Conqui pour cette revue de la presse régionale. Tout de suite, le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Et c'est l'heure du Club des territoires en partenariat avec la presse régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Aujourd'hui, un club spécial municipal puisque nous sommes au dernier jour du dépôt des listes des candidats pour le second tour de ce scrutin municipal. On parlera notamment des alliances entre socialistes et écologistes et entre La République En Marche et les Républicains. Nous irons également voir nos confrères de la presse régionale avec La Voix du Nord à Lille et nous serons à Rouen avec le journal Paris-Normandie. Et puis ce matin, dans notre club, j'accueille sur ce plateau Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour. Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion. Et puis nous sommes à distance avec Sébastien Fournier, qui dirige la rédaction d'Objectif Métropole de France. Bonjour. Alors, vous savez, c'est le principe de cette émission. Nous donnons la parole à nos confrères de la presse régionale et nous allons aller tout de suite à Lille voir nos partenaires de la Voix du Nord avec Stéphanie Fasquelle, journaliste à la Voix du Nord. Bonjour Stéphanie Fasquelle. Oui, bonjour. Alors, à la une aujourd'hui de la Voix du Nord, il est question d'abord des manifestations violentes aux États-Unis et puis également de ce premier jour de la phase 2 du déconfinement. Oui, effectivement, on a fait le choix de deux actus fortes du moment à mettre en une. L'Amérique, évidemment, qui s'embrase. C'est pas si souvent que la Voix du Nord fait sa une sur une actualité internationale. Mais voilà, les manifestations à Minneapolis prennent de l'ampleur. Elles sont imitées jusqu'en Europe. Et puis on a nous-mêmes ce soir un rassemblement à Lille. Et puis l'autre partie de cette une, c'est évidemment le fait du jour, c'est la réouverture des bars et des restaurants. On souligne notamment l'enjeu économique et on dévoile un sondage de la Chambre de commerce de la région qui dévoile que 59% des ménages seulement envisagent de revenir au restaurant. Donc il y a une vraie peur du non-respect des consignes. Et puis Stéphanie, la réouverture des établissements scolaires se poursuit. Oui, tout à fait. Alors à Lille, par exemple, ça s'est fait pour les élémentaires le 14 mai dernier. Et puis les maternelles entrent ce matin. Martine Aubry s'était particulièrement montrée dubitative quant aux annonces d'Emmanuel Macron. On l'a tout de suite senti très agacée. Donc elle a décidé de prendre son temps, de le faire en deux phases, de limiter le nombre d'enfants à 10 par classe. Voilà, pour elle, c'était la seule garantie pour éviter une propagation du virus via les écoles. Vous consacrez également un article aux élections municipales et au candidat de la France Insoumise à Lille qui ne soutient ni Martine Aubry ni le candidat écologiste Stéphane Bally. Oui, non, effectivement, ils se sont très rapidement positionnés, d'ailleurs comme au plan national, ils ne souhaitent pas faire d'alliance. Voilà, à Lille, Julien Poix, le candidat, a recueilli un peu plus de 8% des voix. Voilà, il laisse faire ses électeurs leur choix le 28 juin. Et dans ce scrutin municipal lillois, il y a un accord impossible entre Martine Aubry et son ancien allié de la majorité, le candidat écologiste Stéphane Bally. Oui, c'est vrai qu'on a écrit que c'était à la fois une demi-surprise et un petit tremblement de terre. On est vraiment dans cette situation-là, c'est du jamais vu depuis 3 mandats.
Le maire n'a pas trouvé d'accord d'entre-deux tours avec les Verts et elle a décidé de faire sans eux. C'est vrai que c'est un peu étonnant. C'est très risqué. C'est vrai que le clan Aubry a dû faire ses calculs avec un score de 30%, presque 30% au premier tour, et les Verts à 25%. Je pense que Martine Aubry a dû penser qu'en y allant seule, elle s'assurait une majorité plus confortable. C'est une petite prise de risque quand même, mais peut-être qu'elle table aussi sur une espèce de capital confiance ou de capital sympathie que les maires en exercice, dans la gestion de la crise, ont pu conforter. Merci beaucoup Stéphanie Fasquelle pour votre intervention en direct de Lille. On va revoir la une de La Voix du Nord aujourd'hui, consacrée aux manifestations violentes aux États-Unis et l'Amérique qui s'embrase. Merci beaucoup Stéphanie Fasquelle. Merci, bonne journée. Et justement, Stéphanie Fasquelle parlait des élections municipales à Lille. Ça nous amène à notre page du Club des territoires consacrée aux alliances difficiles entre les socialistes et les écologistes. Et on va d'abord rester sur le cas lillois. On va revoir un extrait du débat d'avant-premier tour entre les candidats à la mairie de Lille. Et déjà, il y avait des tensions entre Martine Aubry et son allié de la majorité écologiste. Regardez, c'était avec WEO TV, nos partenaires. La mesure que je souhaite développer, c'est la piétonisation de la Grand Place. Le maire, Martine Aubry, a refusé durant 3 mandats de rendre aux piétons cette place, la dernière place flamande traversée par les voitures. Maire, je prendrai l'arrêté municipal rendant aux piétons enfin ce superbe espace. Mais derrière cette mesure, qui est finalement une évidence, c'est l'annonce d'une réappropriation de l'espace public et une reconquête de la qualité de l'air. J'entamerai la métamorphose de Lille, et ce, dès le 23 mars. On nous parle de ceux qui habitent au cœur de ville. Quand on est au cœur de ville, on a Jean-Baptiste Lebas, on est à 10 minutes à pied. Vous voulez développer la marche? Eh bien allez-y, allez à la Citadelle. Vous voulez utiliser aujourd'hui, et là je veux faire, moi, une grande concertation, je l'ai déjà annoncé, elle a commencé avec les habitants. Par exemple, sur le site de l'actuelle piscine Max en Moi. Comment peut-on se dire écologique et proposer là de mettre une piscine alors que nous sommes entre les deux rives de la Deule, qu'on pourrait récupérer l'eau et qu'on pourrait faire un grand espace avec, par exemple, des jardins urbains. On voit avec cet extrait d'avant le premier tour des élections municipales que leur désaccord entre Martine Aubry et Stéphane Bally, l'écologiste, est déjà assez clair. Alors on va voir l'enjeu quand même de cette alliance impossible entre les deux camps en rappelant les résultats des élections du premier tour à Lille, puisque Martine Aubry était arrivée en tête avec 29,8% des voix, Stéphane Bally pas très loin derrière avec 24,5% des voix, Violette Spielbout, la candidate de La République En Marche, 17,5%, et puis Julien Poix de la France Insoumise qui n'est pas qualifié, mais ses voix pourraient rapporter gros. Yves Tréhard, cette alliance impossible entre les socialistes et les écologistes à Lille, et ça peut avoir des conséquences importantes sur le résultat final. Oui, on la sent énervée, Martine Aubry, comme parfois elle l'est. Lille, c'est assez particulier parce qu'en fait, c'est une élection. Au premier tour, il y avait un nombre de candidats absolument incroyable. Et ils viennent tous de la même majorité, d'ailleurs, parce que la candidate, je crois, de La République En Marche était assez proche de la majorité municipale. Je pense que, si vous voulez, est-ce que ça sera le mandat de trop? C'est tout le monde... la question que se pose tout le monde pour Martine Aubry, parce que si elle gagnait, elle engagerait un 4e mandat, hein, c'est pas rien. Je crois pas, je pense qu'elle est quand même en situation de favorite. Ce qui est sûr, c'est que si on dépasse le cadre purement lillois, on est dans le piège de Thucydide. Vous savez que qu'on emploie souvent avec la Chine et les États-Unis, la puissance émergente qui va manger la puissance déclinante peut-être, et là c'est le cas entre les écologistes et le Parti socialiste qui est dans une situation compliquée et qui a perdu sa superbe à gauche alors que c'était le parti leader, ô combien, et les écologistes, Europe Écologie Les Verts, qui montent. On ne peut pas dire qu'ils soient en position de force parce que il faut qu'ils confirment les bons résultats qu'ils ont eus aux européennes et au premier tour des municipales. Mais on sent que les socialistes ne veulent pas se faire manger par le petit poucet vert. Pierre Dumazeau, est-ce que Martine Aubry, la socialiste, peut se faire manger par l'écologiste Stéphane Bally ?
Alors ça, seuls les résultats pourront le dire. En tout cas, prendre le pari de gagner seule la ville en triangulaire avec les Verts à quasiment 25%, c'est un pari. On ne peut pas dire que Martine Aubry n'a pas été audacieuse sur ce coup-là. Ce qui est vrai, c'est que, on a vu l'extrait vidéo, effectivement, une alliance semble totalement impossible. Martine Aubry, elle a fait ce pari-là, et c'est vrai que si on dépasse un peu Lille, la vraie force de ces municipales, c'est vraiment Europe Écologie Les Verts, qui n'est absolument plus du tout, comme ça l'était par le passé, une variable d'ajustement pour le PS. Souvent, c'était les 4 points, 5 points qui manquaient pour le baron PS pour se faire réélire. Là, force est de constater que la donne change, que les Verts ont envie d'exister. Comme la France insoumise à Lille, d'ailleurs, qui ne s'est ralliée à personne. Là, les Verts ont envie d'exister, n'ont pas envie de fusion. C'est audacieux de la part de Martine Aubry d'y aller seule. Je pense qu'elle bénéficiera également d'une prime au sortant, on sait, qui est assez forte. Et Martine Aubry, c'est une personnalité nationale. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Sébastien Fournier, ça y est, les Verts peuvent aller conquérir plusieurs grandes villes, plusieurs métropoles. En bonne position. En tout cas, le premier tour leur a donné un certain avantage. Maintenant, l'élection n'est pas faite. On peut le voir dans des grandes villes. À Nantes, à Rennes, des accords ont été passés entre les maires sortants des socialistes, Nathalie Appéré et Joanna Roland, et les Verts, qui font partie de la majorité sortante. C'est pas le cas effectivement à Lille, où là c'est plus compliqué. L'écologiste, qui fait partie aussi de la majorité sortante, reproche à Martine Aubry une forme d'autorité, une gouvernance sans partage, un pouvoir sans partage, plus exactement. Ce qui lui reproche aujourd'hui, finalement, c'est quoi? C'est que Martine Aubry a tendu la main, selon elle, mais c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées pour Stéphane Bally. Il la considère comme une menteuse. Maintenant, est-ce qu'ils vont gagner? Ça, je ne suis pas certain. Et puis c'est surtout un calcul de sièges qui se joue. Ah évidemment, absolument. Et puis avec aussi la métropole, il ne faut pas oublier. On a évidemment la ville-centre, mais il y a aussi des enjeux majeurs avec la métropole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des politiques publiques sont essentiellement menées au niveau de la métropole. Yves Tréhard, un mot sur Paris, où l'alliance entre la socialiste Anne Hidalgo et l'écologiste David Béliard semble plus facile, car ça y est, David Béliard se range derrière Anne Hidalgo pour le second tour. Oui, je dirais qu'il y a un passé, si vous voulez, parce que du temps de Bertrand Delanoë, du temps au précédent mandat de Madame Hidalgo, les écologistes étaient toujours dans la majorité. Des alliés encombrants d'ailleurs, parce qu'ils ont accéléré, ils ont contribué à accélérer le passage au verdissement de la ville. C'est indubitable. Bon, Madame Hidalgo, on ne craint pas de dire que ça risque d'être vraiment, je dirais, la personnalité de poids qui va émerger de ces élections municipales, et qu'elle va devenir la figure centrale de la gauche. Ça paraît assez évident, avec un destin qui pourrait la conduire à 2022, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une femme madrée, qui connaît parfaitement la rhétorique politique, et je pense qu'elle a su se mettre les verres dans la poche, alors que c'était pas évident, puisque l'un des objectifs de Yannick Jadot au niveau national, c'est justement de dégauchir un peu le message d'Europe Écologie Les Verts. Ça n'a pas été le cas à Paris, où les Verts sont toujours un peu plus radicaux quand même qu'au niveau national. Mais elle sait très bien s'en accommoder. C'est pas un problème. Donc je pense que Mme Hidalgo, elle n'a pas trop de soucis à se faire. Pierre Dumazeau, est-ce que la victoire d'Anne Hidalgo, en tout cas son pari réussi, c'est d'avoir réussi à contenir cette poussée écologiste à Paris? Incontestablement, oui. La grande force d'Anne Hidalgo, qui est une force, ce sont ses alliances, qui va des communistes aux écologistes, parce que c'était quand même pas gagné quand on regarde en tout cas les propos de premier tour de David Béliard, de son équipe de campagne, de militants, etc. C'était quand même extrêmement critique, extrêmement violent contre Anne Hidalgo. Et donc avoir réussi cette alliance, effectivement, c'est très malin. Et là je rejoins Yves. Anne Hidalgo, c'est une politique dans le sens le plus pur du terme. C'est une socialiste pur jus. Et donc, effectivement, gagner Paris
en s'assurant la gauche de la gauche et la partie écologiste et verdissement, bon, bah, elle a un boulevard. Alors après, aucune élection n'est faite, mais effectivement, pour Anne Hidalgo, là, ça semble quasiment acquis. Et pour la suite, c'est extrêmement porteur de réussir ce genre d'alliance. Je vous raconte pas si on se place 1 ou 2 ans en arrière, surtout 2 ans en arrière, quand on parlait de Notre-Dame de Paris, quand on parlait de toutes les critiques qui s'abattaient sur elle, elle n'avait pas l'élection gagnée. Surtout qu'on disait que c'était une ville qui était faite pour la majorité du nouveau président de la République. Donc il y a eu quand même un renversement de tendance impressionnant. Sébastien Fournier, vous pensez également que Anne Hidalgo va émerger de ces élections municipales malgré cette poussée écologiste ? Elle va gagner déjà dans un premier temps. Il semble qu'elle va gagner ces élections, mais elle va surtout bénéficier aussi comment dire, la difficulté pour La République En Marche de s'imposer. C'est aussi cela, finalement, l'analyse de ce scrutin. La République En Marche n'a pas du tout réussi à s'imposer. Alors, il y a eu bien des déboires à Paris, avec bien entendu l'affaire Benjamin Griveaux, puis Agnès Buzyn quand même. Faut aussi le souligner. Quant à ces prétentions, après les municipales, on peut peut-être imaginer pour 2022, en effet, que ce soit un tremplin pour elle. On peut l'imaginer. On parlait de ces villes où les maires socialistes sortants sont en tête et donc négocient des places avec les écologistes. Mais prenons l'exemple de Strasbourg. Là, les écologistes sont en tête avec Jeanne Barséguian qui a eu 27,9% des voix. Et derrière, au coude à coude, il y a le candidat En Marche, Alain Fontanel, et puis la socialiste Catherine Trautmann avec cette fois-ci les socialistes qui demandent des sièges aux écologistes pour Strasbourg. Oui, alors c'est intéressant de voir Mme Catherine Trautmann, parce que ça nous renvoie quand même, j'allais dire, au XXe siècle, quasiment, tout en restant tout à fait correct avec cette grande dame qui a été maire de Strasbourg, il faut le dire, et qui a été ministre de la Culture. Mais bon, c'est quand même étrange de voir comment les carrières politiques se font, et avec des gens qui s'accrochent, qui ne veulent pas quitter la scène, tout ça. Strasbourg, je dirais que Strasbourg est une ville qui est faite pour l'écologie. C'est une ville d'abord qui est proche de l'Allemagne, avec cet esprit Grünen qui existe davantage chez eux que chez nous. Et puis Strasbourg, c'est une très très belle ville qui a toujours été traversée par des tentations écologistes. C'est une ville centriste, profondément, Strasbourg. Donc, je dirais que c'est assez logique et il n'y a pas que Strasbourg qui peut tomber dans l'escarcelle des Verts. On va voir ce qui va se passer à Bordeaux, ça va être très intéressant. Et là, ça serait un petit séisme, je dirais, parce que l'héritage juppéiste serait remis en question à ce moment-là, même si Alain Juppé est un écologiste, nous dit-il, convaincu. Et puis, il y a d'autres villes comme ça, et Strasbourg pourrait être un des symboles, effectivement, de cette conquête verte. Pierre Dumazeau, si Strasbourg tombait aux mains des écologistes, ce serait un séisme politique. Oui, ce serait une grande victoire. Pour ce parti, ce serait vraiment la ville symbolique. Strasbourg avec l'Europe, avec tout ce que ça représente. Pour Europe Écologie Les Verts, qui, encore une fois, dépasserait le stade de parti d'ajustement et de contestataires. Donc, on pourra également juger sur pièce ce que feront les écologistes dans une ville aussi importante que Strasbourg. Mais ce serait effectivement une grosse victoire pour eux. Oui. Alors Yves, vous parliez à l'instant de Bordeaux. Et à Bordeaux, ce week-end, une alliance a été conclue entre le candidat et maire sortant, Nicolas Florian, maire Les Républicains, candidat de la droite et du centre. Il a conclu une alliance avec le candidat de La République En Marche, Thomas Cazenave. Et d'ailleurs, j'ai interrogé tout à l'heure la ministre Amélie de Montchalin sur ces alliances entre La République En Marche et Les Républicains qui sont un peu en train de fleurir dans certaines grandes villes. Écoutez ce qu'elle nous disait. On n'est pas dans une logique d'appareil. Il n'y a pas d'accord, vous voyez, entre Christian Jacob et Stanislas Guerini. On n'est pas en train de faire des... C'est pas de ça qu'on parle. On a des très bons projets sur le terrain, défendus par des hommes et des femmes de conviction, qui ont bâti une vision. Et on l'a vu pendant cette crise. Les Français ont bien vu que leur maire était à la fois essentiel, qui étaient des relais de proximité. Quand il y avait des crises, d'ailleurs, ils étaient des maillons fondamentaux de notre vie collective. Et donc c'est sur ces projets-là que j'appelle d'abord les Français à voter. Et c'est comme ça que des rapprochements éventuels peuvent se faire. Yves Tréhard, elle a toujours l'air convaincue, Amélie de Montchalin, mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à nous convaincre.
on va dire la vérité, ils se sont plantés de A à Z dans ces élections municipales, La République En Marche, parce qu'ils avaient quand même, je dirais, dans beaucoup de villes, qui sont des villes qui sont pas très partisanes, ils auraient pu faire un score, ils se sont plantés sur toute la ligne parce qu'ils ont fait que des mauvais choix. Mais que des mauvais choix, partout. Et Bordeaux en est un symbole, d'ailleurs. Plutôt que de se mettre derrière l'héritier d'Alain Juppé, qui est un soutien du président de la République, ils sont allés chercher un conseiller de l'Élysée qui est la figure même s'il est très brillant, du technocrate. Enfin bon, faut vraiment le vouloir pour se planter comme ça. Ils l'ont voulu et ils vont avoir une claque qui va être monumentale. Et justement, à propos de Bordeaux, évoquons, pour bien comprendre les résultats du premier tour à Bordeaux, avec le maire sortant, Nicolas Florian, qui a eu 34,5% des voix, juste derrière le candidat écologiste qui peut être dangereux avec 34,4% des voix. Thomas Cazenave de La République En Marche qui s'est donc allié avec le maire sortant de la droite et du centre. Et puis Philippe Poutou, à noter, le candidat du NPA qui sera présent dans ce second tour. Sébastien Fournier, cette alliance entre la droite bordelaise et les macronistes, elle est plutôt naturelle car ce sont des juppéistes, ces membres de la droite bordelaise. Oui, d'une certaine façon. Mais honnêtement, là, c'est quoi la République En Marche sauve les meubles, hein, si je puis dire. C'est ce qu'a dit Yves Tréhard, en effet, très justement. Des erreurs ont été commises. Bon, maintenant, c'est sauf qui peut. Hein. Il va falloir faire, comment dire, bonne figure. Donc, l'idée, là, c'est quand même d'essayer de gagner et puis de contrer les écologistes, hein, clairement. Hein, c'est de la cuisine locale qui se passe. On peut, là, je ne sais pas s'il faut véritablement disserter sur un aspect politique, national. C'est de la cuisine locale, hein. C'est de la cuisine locale qui se fait, ni plus ni moins. Mais il y a quand même un aspect politique national. Ah oui, bien entendu, il y en a un. Bien entendu, il y en a un. Mais là l'idée, c'est quand même de gagner l'élection. La République En Marche, qui est arrivée en 3e position à Bordeaux, bien évidemment, avec Thomas Cazenave, qui ne fait pas le poids face au maire sortant, Nicolas Florian, va s'allier tout naturellement avec lui, voilà, pour éviter totalement de perdre la face. Hein. Pierre Dumazeau, est-ce que ces alliances de La République En Marche avec la droite montrent l'évolution du logiciel politique des macronistes ? Non. À mon sens, non. Ça montre tout simplement qu'il faut se raccrocher aux branches. Et quand on est mauvais, on fait ce qu'on peut. Voilà, c'est ce que, comme l'a dit Amélie de Montchalin, avec un aplomb assez incroyable, il faut penser le contraire de ce qu'elle a dit. C'est pas du tout un projet, des visions qui s'accordent absolument pas. Il faut que LREM ait des conseillers municipaux dans les villes moyennes, car ils n'arriveront jamais en tête. Et comme le disait Yves Tréhard, c'est une succession de mauvais choix. Après, c'est pour les Républicains, à mon sens, que ça pose un peu plus question. Où l'électeur de droite à Bordeaux, je ne sais pas s'il doit se sentir extrêmement à l'aise avec tout ça. Mais pour En Marche, il s'agit juste d'essayer de sauver les meubles, en tout cas dans ce qui est sauvable, quitte à faire des alliances avec les Républicains, où à une époque, Emmanuel Macron et En Marche nous expliquaient que les Républicains, c'était quasiment le pire de ce qui pouvait se faire de l'ancien monde. Mais bon, finalement, ça a quelques restes. Et le discours a un peu changé. Si on prend avant le premier tour, là où le parti de la majorité, la partie présidentielle, avait décidé de faire alliance, déjà ça penchait davantage à droite qu'à gauche. Il s'alliait davantage avec des maires de droite, donc les Républicains, qu'avec des maires socialistes. Donc c'était déjà un fait acquis. Sébastien Fournier. À Strasbourg, c'est intéressant parce que le candidat La République En Marche, Alain Fontanelle, essaie d'ouvrir le plus largement possible, essaie d'être dans ce logiciel macroniste, à savoir rassembler, dépasser les clivages. Il veut aller en effet... il a proposé une alliance à Catherine Trautmann, il a proposé une alliance aux candidats à droite. Donc on voit bien que selon la situation locale, chacun fait un peu ce qu'il peut, ce qu'il veut, en fonction de la situation. Tout ça sont des alliances de circonstances, et c'est aussi l'occasion pour La République En Marche de sauver vraiment les meubles, comme on l'a dit tous sur ce plateau. Yves Tréhard, est-ce que cette alliance entre les Républicains, la droite gaulliste et La République En Marche, est-ce que ça ne vous rappelle pas à la fin des années 70 et les alliances entre le RPR et l'UDF ?
Oui, bien sûr. Si tant est qu'on peut comparer l'UDF avec la majorité présidentielle, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, il faut le dire, l'UDF, à un moment de l'alliance RPR-UDF, a dominé au tournant des années 90, l'UDF était très très forte. Mais bien sûr, le problème, si vous voulez, c'est que peut-être qu'on va se sortir de ces municipales en se disant que finalement, on revient à un clivage droite-gauche que le président de la République n'a pas réussi à effacer. Et on va voir une droite républicaine, les républicains qui vont se refaire une santé à la faveur de cette élection. Il ne faudra pas en tirer trop de conclusions parce qu'ils n'ont pas de leader national, ils n'ont pas de chef incontesté, incontestable. C'est un peu en attendant Beckett, en attendant Godot, c'est Beckett. Et mais c'est sûr qu'ils vont pouvoir, je dirais, sortir la tête de l'eau, probablement, alors que la majorité présidentielle, je trouve que ça serait... l'échec de ces élections municipales va quand même être assez rude à encaisser. Alors, on a parlé de Bordeaux, on a parlé de Strasbourg, on n'a pas beaucoup parlé de Lyon, où il y a eu cet arrangement entre Gérard Collomb et le candidat Les Républicains, le sénateur François-Noël Buffet, Pierre Dumazeau. En tout cas, on voit que cette alliance lyonnaise, elle pose problème au niveau national, au niveau du parti La République En Marche, puisque Gérard Collomb a perdu son investiture. Oui, Stanislas Guerini s'est trouvé un petit élan d'autorité pour retirer à Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, l'investiture En Marche. Enfin, tout ça est d'une aberration. C'est presque ridicule. Gérard Collomb, évidemment, qui s'accroche, qui est un des fondateurs du mouvement, soutien du président de la République, et il y a Stanislas Guerini qui vient lui dire enlève le logo sur l'affiche. Bon, tout ça est un peu ridicule. Gérard Collomb, il s'accroche, il veut survivre. C'est d'abord et avant tout un baron local. Je veux dire, c'est 50 ans de sa vie. Donc il ne va évidemment pas partir comme ça. Il veut s'accrocher. Donc cette alliance est absolument tout à fait compréhensible. Il joue peut-être les régionales. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il fasse ça pour se ménager les régionales, sauf que... au régional, il aura en face de lui Laurent Wauquiez qui ne va pas lâcher la partie comme ça. Donc je ne sais pas, c'est assez bizarre. En tous les cas, pour le moment, c'est une sortie complètement ratée de la part de Gérard Collomb qui, en un an, a tout perdu, quoi. Alors, on va aller à Rouen retrouver nos confrères du journal Paris-Normandie avec Thierry Rabier, rédacteur en chef de Paris-Normandie. Bonjour Thierry Rabier. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la une aujourd'hui de Paris-Normandie ? Aujourd'hui, c'est une interview de Juliette de Normandie qui est de passage à Elbeuf et à Rouen avec Muriel Pénicaud. Donc la thématique, c'est le chômage, c'est le travail des jeunes, c'est la relance des chantiers dans les quartiers et c'est une grosse table ronde en préfecture pour parler justement de l'inclusion des jeunes dans la politique de l'emploi du gouvernement. C'est un petit peu, on a lâché des milliards et on vient voir exactement en Seine-Maritime qu'est-ce qui se passe exactement. Et Muriel Pénicaud visitera également un CFA pour voir des jeunes qui sont en formation. Et elle a rendez-vous dans un salon de coiffure. Donc je ne sais pas si c'est pour elle personnellement ou si c'est pour voir comment sont vraiment appliquées les mesures barrières dans un salon de coiffure de l'agglomération rouennaise. Et puis ce matin, vous proposez le mode d'emploi du déconfinement, Thierry. Oui, bien sûr, parce que c'est vraiment c'est le sujet du jour. On a commencé ce matin déjà à voir comment les terrasses sont prises d'assaut pour le petit noir du matin. Donc c'est vraiment, on va suivre ça toute la journée pendant plusieurs jours, voir comment ça s'organise exactement sur le terrain dans les établissements qui sont de nouveau autorisés à accueillir du public. On parlait tout à l'heure des élections municipales. Comment se profile le second tour à Rouen ? Il y a eu Lyon, j'entendais notre confrère du Progrès qui parlait de la situation lyonnaise avec Gérard Collomb. Et il y a aussi la situation rouennaise qui n'est pas banale, qui est même très cocasse, avec le candidat qui était soutenu par La République En Marche, qui avait aussi obtenu un large soutien des Républicains, des centristes du modèle. Je veux parler de Jean-Louis Louvel, qui est toujours l'actuel propriétaire de Paris-Normandie, par ailleurs, et qui a décidé de jeter l'éponge entre les deux tours. Il avait été crédité de 16,76% au premier tour le 15 mars, et il a annoncé à ses 54 colistiers la semaine dernière qu'il abandonnait la course à la ville de Rouen et qu'il abandonnait complètement la politique. Donc on se retrouve dans une situation très particulière où 54 colistiers se sont retrouvés sur le carreau et essayent tant bien que mal de trouver une place sur la liste du divers droite du
candidat républicain qui avait été répudié par son propre parti, qui s'est qualifié d'Ustesse avec 10,16%, et qui se retrouve aujourd'hui en position de force pour être le premier opposant à la ville de Rouen. Donc c'est quand même pas banal. Donc on se retrouve avec une fusion de 3 listes, celle de Jean-François Bure, le dissident républicain, une ex-centrine Marine Caron et les colistiers de Jean-Louis Louette qui essayent de se recaser sur cette liste-là. Ça sera plus clair au Havre en revanche. Et justement, Thierry Rabillet, un mot sur le Havre, c'est plutôt bien parti pour Édouard Philippe ? Édouard Philippe avait viré largement en tête au premier tour. Donc sur 2014, il avait été le premier tour, donc il n'avait pas réédité son exploit de 2014. Mais face à lui, il aura toujours Jean-Paul Lecoq, le député communiste, qui n'a pas fait alliance, finalement, qui n'a pas fusionné sa liste avec celle de l'écologiste Alexis Dec. Il faut dire aussi qu'Alexis Dec ne pesait pas très lourd, 8%, il n'est pas qualifié pour le second tour. Donc Jean-Paul Lecoq a décidé finalement de faire confiance à toutes les personnes qui l'ont suivi depuis le début de son aventure en terre havraise. Et donc, il a décidé de ne pas toucher à une seule tête, pas une seule personne de sa liste. Donc, on reprend les mêmes et on recommence. On aura un duel Jean-Paul Lecoq, Édouard Philippe, le 28 juin au Havre. La revanche à l'élection municipale du Havre. Merci beaucoup Thierry Rabillet d'avoir été en duplex de Rouen. On va revoir la une de Paris-Normandie qui est consacrée à la visite du ministre Julien Denormandie. Merci beaucoup Thierry Rabillet. Yves Tréhard, si jamais Édouard Philippe gagne l'élection municipale au Havre et qu'il y a des alliances entre La République En Marche et les Républicains, finalement il aura marqué des points politiquement. Je sais pas, je pense pas. Je pense que les points qu'il a marqués politiquement, s'il le doit à lui-même, il le doit à sa stature, à sa personnalité. Il n'appartient, comme vous le savez, à aucun parti, puisqu'il n'a pas pris d'engagement à La République En Marche. Qu'il y ait des maires centristes qui vivent, enfin, de la mouvance centriste des Républicains qui soient élus, peut-être, oui, peut-être, mais est-ce que c'est quoi les ambitions d'Édouard Philippe? On les connaît pas. Il y a plusieurs options qui s'ouvrent devant nous. Ou alors il garde Matignon, ou alors il quitte Matignon, il devient maire du Havre. Est-ce qu'il va créer un parti? Est-ce qu'il va? Il y a eu un mouvement, un petit mouvement tectonique à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce petit avec le groupe AG ensemble. Oui. Est-ce qu'il est affidé à Édouard Philippe? Lui, il prétend que non. Moi, je ne le vois pas trop calculateur comme ça, Édouard Philippe. Messieurs, on va voir les unes de vos publications respectives. On va commencer par vous, Sébastien Fournier, et un article d'Objectif Métropole de France sur l'union sacrée des présidents de métropole de la région Nouvelle-Aquitaine pour sauver la liaison Air France, liaison aérienne entre Bordeaux et Paris. Oui, absolument. Comme vous le savez, le Air France va être contraint de réduire son offre sur le réseau domestique contre un prêt de 7 milliards d'euros de l'État. Plusieurs lignes sont concernées, notamment la ligne Paris-Orly-Bordeaux. Les élus donc s'y opposent, ont écrit au Premier ministre pour s'y opposer. Ils considèrent que c'est dangereux pour le tissu local, le tissu économique local, sachant que dans la filière aéronautique, il y a 35 000 emplois, que dans la filière aéronautique, il y a bon nombre de cadres, de techniciens qui doivent se rendre à Paris et qui utilisent très fréquemment donc, cette liaison. Donc, pour eux, c'est une grosse perte. Et par ailleurs, ils disent aussi qu'en matière de choix, c'est peut-être pas si pertinent que cela, parce que si l'aéronautique est en effet très, très consommateur, enfin l'aérien est très consommateur en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être pas le secteur le plus important, le plus émetteur. On parle du numérique, qui est peut-être 2 fois plus important en matière d'émissions de gaz à effet de serre. On parle aussi d'autres secteurs. Donc, d'ailleurs, le président de l'Union des aéroports français le précise dans l'aérien, les émissions de gaz à effet de serre, c'est 2 à 3% des émissions mondiales. Donc, voilà. Donc, il s'y oppose et espère bien gagner. Merci beaucoup Sébastien. Le temps presse, on va revoir Yves la une du Figaro sur cette France qui veut repartir de l'avant, une plutôt positive. Et puis Pierre, le numéro de la lettre de l'expansion consacrée à la phase 2 du déconfinement. La lettre de l'expansion qui s'affiche, c'est la reprise. Voilà, c'est la reprise et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce club des territoires spécial municipal. Demain, rendez-vous à 8h. Notre invité politique sera Boris Vallaud, le député socialiste. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires.
La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.